Bonjour, bienvenue sur le plateau de Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. On dit souvent que derrière un grand homme se cache une grande femme, mais on oublie souvent de dire que derrière de grandes femmes se cachent également de grands hommes qui n'ont pas peur de les soutenir afin que l'égalité soit vraiment respectée. Pour les valoriser, une fois par mois, nous accueillons un homme de pouvoir qui partage avec nous son engagement et comment est-ce qu'il use de son pouvoir pour soutenir les femmes et favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Notre invité du mois s'appelle Benue Kamengele. Il est responsable pays au sein du département Afrique de l'Agence française de développement, communément appelée l'AFD. Bonjour Benue Kamengele. Bonjour Carole. Merci Bienvenue pour l'invitation. Bienvenue sur le plateau de Hommes et Pouvoir. Merci beaucoup. Alors Benue, avant d'être responsable au pays de l'AFD, vous avez travaillé dans le secteur de l'humanitaire en République démocratique du Congo, au sein du groupe Total Énergie, notamment au sein de la Fondation Total. Oui, effectivement. Vous avez fait énormément de choses, mais on aura l'occasion d'en parler. Avec plaisir. Quelle est la première image qui vous vient en tête quand je dis femme et pouvoir ? Alors, la première image qui me vient en tête, pour l'illustrer, j'ai apporté un livre magnifique de Sylvia Serbin, qui parle des héroïnes de la diaspora noire. Et ben moi, les premières images que j'ai en tête, c'est la reine Pokou, c'est la reine Zinga du royaume Congo. Et si je quitte un peu la zone Afrique, c'est Pocahontas. Toutes ces femmes qui ont géré des États et qui l'ont géré d'une manière qui a vraiment transformé les sociétés. Et pour moi, ça a toujours représenté les femmes, en fait, de pouvoir en grandissant. C'était plutôt ces reines des empires et des royaumes. Alors, que signifie pour vous le mot pouvoir ? Pour moi, le mot pouvoir, c'est la capacité de faire. Je pense que quand on est en capacité de faire quelque chose, on a le pouvoir. Alors, justement, parlant de maison, famille, travail, comment est-ce que ça se traduit pour vous concrètement ? Votre capacité à appréhender le pouvoir dans votre environnement personnel et professionnel. Moi, dans mon environnement un peu professionnel, c'est un peu les initiatives que j'ai eu à lancer au sein de l'AFD, par exemple avec la création de Cut for Day, qui est un regroupement des collaborateurs du groupe qui invite des artistes de nos pays d'intervention, majoritairement des artistes africains, pour agir dans ce changement de rapport et de la manière dont on regarde nos contreparties ou nos partenaires. Et aussi via la création du Club Kesho, et où on agit pour aider nos entreprises à être plus diverses et plus inclusifs. Et donc pour moi, personnellement, c'est là où j'exerce mon pouvoir en essayant de faire avancer des sujets. Et les initiatives que vous avez indiquées, est-ce que vous avez noté que ce soit au niveau du Club Kesho, que ce soit au niveau de l'initiative qui invite les artistes, est-ce que vous avez noté une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme? Oui, j'ai noté cette différence, mais c'est vraiment une expérience personnelle. Moi, j'ai un parcours où je suis venu du Congo. Je suis ce qu'on appelle en langage français un immigré de la première génération. On arrive quelque part, on se forme, on a un diplôme et on cherche du travail. Et j'ai remarqué que dans le milieu professionnel, les femmes étaient plus disputatives que les hommes. C'est-à-dire, chaque fois que j'avais eu à postuler ou à chercher du travail dans un environnement très concurrentiel, grandes entreprises, environnement, c'était les managers ou les femmes que j'ai rencontrées qui étaient prêtes à casser le système et à faire entrer des profils différents. Après, je peux en citer, elles me pardonneront de citer leurs noms. Je connais des gens qui m'ont ouvert des portes. Je pense que tu dois connaître Georges-Axel Broussillon, qui est maintenant aux États-Unis en tant que VP. Voilà, il y a Catherine Ferrand qui était déléguée générale de la Fondation Total à l'époque. Au sein de l'AFD, il y a quelqu'un comme Rima Lekogui, ceux qui sont à l'AFD la connaissent. J'ai eu une autre qui est une collègue et une amie qui n'a pas été mon manager, mais c'est quelqu'un qui a toujours travaillé à ouvrir les portes, Safia Ibrahim, que peut-être, je pense, tu dois connaître. Et donc, toutes ces femmes-là, je les ai observées, c'était des personnes qui étaient disputatives, qui n'avaient pas peur, en fait, de passer le cap, qui n'avaient pas peur de changer
changer le système. Et j'ai rarement vu ça chez des hommes. Après, j'ai des hommes aussi que j'ai rencontrés dans mon parcours qui ont été excellents. Je pense à Gwen Dubourg-Toumieux, avec qui j'ai travaillé dans l'humanitaire en RDC. Aujourd'hui, je pense à quelqu'un comme Rémi Rioux, qui est directeur général de l'Agence française de développement. Des hommes qui sont en capacité d'écoute et vraiment de changer le système. Mais j'ai vu beaucoup de femmes le faire et ça m'a toujours impressionné dans cette capacité de voir les femmes courageuses et prêtes à être du sportif. Ah ben, c'est très intéressant. Alors, de votre point de vue, quelle stratégie les femmes devraient-elles mettre en place pour accéder encore plus au pouvoir ou pour casser encore plus le système? Aujourd'hui, personnellement, je me dis que c'est d'abord aux hommes de casser le système. Parce qu'on demande souvent aux femmes d'être féministes, de faire de la sororité. Mais moi, je pense que cette charge mentale, à un moment, il faudrait que les hommes le prennent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans les espaces de pouvoir, que ce soit en entreprise ou dans les espaces politiques, c'est les hommes qui sont majoritaires. Ouais. Donc, s'il n'y a pas des hommes comme les hommes que j'ai cités qui ouvrent les portes, ça va être de plus en plus difficile. Donc, déjà, il faudrait que les hommes soient féministes. Très bien. Que pensez-vous du quota, par exemple? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une solution? Avant, j'ai été pour les quotas. Mais je ne suis pas contre le quota aujourd'hui, mais je me rends compte que les gens qui ne veulent pas qu'on puisse avancer nous enferment sur les discussions de quotas. Moi, je suis maintenant pour l'affirmative action. Okay. Tu es au pouvoir. Tu te rends compte que dans un conseil d'administration, il y a 9 hommes, il y a une femme. À un moment, on n'a pas besoin de te le dire. Tu es un patron, tu ouvres. On n'a pas besoin d'une loi. Très bien. Quelle est la réflexion la plus sexiste que tu as entendue et comment as-tu réagi? Alors, la réflexion la plus sexiste, je l'entends parfois, même aujourd'hui, dans mon environnement professionnel ou personnel, c'est « elle a couché pour avoir le poste ». Pourquoi dans une entreprise, lorsqu'on voit une ascension fulgurante d'un homme, on dira qu'il est brillant, on dira qu'il est bien, mais quand c'est une femme, on introduit très vite cette question de relation intime avec quelqu'un. Très bien. Quelle est ta citation préférée? Alors, ma citation préférée, c'est une citation de René Char. C'est impose ta chance, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. C'est très bien. Si tu avais un jour pour changer le monde, par quoi commencerais-tu? Alors, si j'avais un jour pour changer le monde, je pense que j'essaierais d'avoir le pouvoir d'éveiller les gens. C'est éveiller vraiment dans l'optique de Martin Luther King. C'est rester éveillé. Bon, aujourd'hui, on est en France, on a des gens qui galvaudent ce terme en traitant des gens d'être wokistes, d'être ceci. Mais aujourd'hui, on n'a pas été éveillé. On voit qu'aux États-Unis, on revient sur les questions de l'avortement. Et chaque fois qu'on perd un peu cet éveil, on perd les droits acquis et on recule sur les choses. Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Alors, je pense que je serais un phénix pour renaître toujours de mes cendres. Très bien. Si tu étais une ville, laquelle serais-tu? C'est compliqué. J'ai des villes que j'aime beaucoup. Une seule. Je dirais La Havane, à Cuba. Alors, en préparant cette rencontre, on t'a demandé de venir avec un objet, une photo, en tout cas, quelque chose qui pour toi symbolise le pouvoir et la féminité, ou le pouvoir et la masculinité, si tu préfères. Qu'est-ce que tu nous as apporté? C'est la photo de ma mère. Il se fait que j'ai perdu ma mère il y a un mois. Elle s'appelait Marguerite Mujinga, elle est décédée à Kinshasa. Toutes nos condoléances, parce que c'est encore tout frais. Elle a beaucoup symbolisé pour moi. Bon, je pense que tout le monde te l'a fait. L'homme qui parle de sa mère, c'est un peu récurrent. Mais là, c'était vraiment spécial parce que je pense que quand je suis né à Kinshasa, j'ai la chance d'avoir une mère qui était responsable du personnel d'un hôpital à Kinshasa. Et pendant toute mon enfance, elle est venue me chercher à la sortie de l'école vers midi 13h. Et j'ai passé mes après-midi dans son bureau où elle travaillait et moi j'étais dans un coin où je jouais. Et je pense que ça a vraiment construit ma personnalité de normaliser une femme qui est au pouvoir et une femme qui est en action. Deuxième chose que je voulais apporter, c'est ce livre. Ne suis-je pas une femme? Ne suis-je pas une femme de Bell Hooks? Absolument. Pour moi, je considère il y a la Bible et il y a ce livre.
J'invite tout le monde à le lire. D'accord. Parce que surtout quand on est un homme, on comprend en fait la situation des femmes et des femmes noires parce qu'elle parle beaucoup des femmes noires. Et même quand on est un homme blanc ou une femme blanche, on comprend aussi la situation des femmes noires qui ont souvent été oubliées dans l'histoire et oubliées dans des combats. Et ce livre m'a beaucoup marqué, donc je l'apporte aussi aujourd'hui. Ah oui, non, mais je partage ça parce que ça fait partie de mes livres de chevet. Voilà. Si un petit garçon regarde cette entrevue et déclare « Quand je serai grand, je voudrais être Benue Kamengele », que lui dirais-tu? Je lui dirais, sans caricature, de beaucoup s'entourer des femmes. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit un peu dans mon parcours professionnel, j'ai eu à être entouré des femmes qui m'ont ouvert les portes et qui m'ont aidé à grandir professionnellement. Dans mon parcours personnel, il y a ma mère et surtout, il y a 3 femmes merveilleuses autour de moi, Christiani, Imani et Lola. Les 2 derniers noms étant mes petites filles. Et donc, mais surtout, pourquoi je le dis, quand je regarde un peu l'histoire mondiale, et moi, je m'inspire beaucoup de l'histoire de l'Afrique du Sud. On parle beaucoup de la fin de l'apartheid, mais on oublie qu'en fait, c'est les femmes qui se sont battues. Tous les hommes étaient en prison. Mandela était en prison, c'est Winnie Mandela qui s'est battu. Je pense que j'ai vu plus de femmes courageuses pour aller au combat, Afrique du Sud, que d'hommes. Et donc, je dirais à ces petits garçons de beaucoup écouter, de ne pas hésiter de s'entourer des femmes. Aujourd'hui, dans Culte Fordé, dans Kécho, c'est majoritairement des collègues femmes avec qui on est ensemble et qui m'accompagnent dans ces combats-là. Voilà. Alors, on arrive déjà à la fin. Si tu devais résumer en un mot le fait que tu es un homme de pouvoir, si tu devais me résumer en un mot ton super pouvoir, lequel serait-il? Un mot. Alors, en un mot, écoute. Merci. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benue. On aurait pu continuer longtemps comme ça parce que c'était vraiment passionnant. J'ai beaucoup aimé. Merci à toi pour l'invitation. C'était Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube et bien évidemment sur le site de TV5 Monde Afrique. Je vous dis à très bientôt. Merci.